Et tout de suite, Georges Bataille, ce que subversion veut dire. Mon Dieu, je me rappelle surtout d'avoir été très paresseux, et je ne peux pas dire que j'aimais m'ennuyer. Mais enfin, l'ennui profond dans lequel j'ai vécu indique suffisamment ce que j'aimais faire. C'était n'importe quoi qui puisse me distraire. J'étais un peu comme tous les enfants. Je crois que j'étais très bagarreur. Je me rappelle cela. J'ai cessé de l'être complètement depuis. Mais j'étais le plus petit de ma classe. Je me bagarrais tout le temps et j'étais très souvent battu. Mais je me rappelle que je lisais beaucoup Buffalo Bill et que j'aurais voulu être Sioux ou quelque chose de ce genre. Une vie, une œuvre. Georges Bataille, Catherine Pont-Imbert, Gilles Davidas. Tu dois savoir en premier lieu que chaque chose ayant une figure manifeste en possède encore une cachée. Ton visage est noble. Il a la vérité des yeux dans lesquels tu saisis le monde. Mais tes parties velues sous ta robe n'ont pas moins de vérité que ta bouche. Ces parties secrètement s'ouvrent à l'ordure. Sans elles, sans la honte liée à leur emploi, la vérité qu'ordonnent tes yeux serait avare. Tes yeux s'ouvrent sur les étoiles, et tes parties velues s'ouvrent sur ce globe immense où tu t'accroupis se hérisse dans la nuit de sombres et hautes montagnes. Très haut sur les crêtes neigeuses est suspendue la transparence étoilée du ciel. Il est temps qu'en chaque chose connue de toi, ta folie sache apercevoir l'envers. Temps pour toi d'inverser au fond de ton être une image insipide et triste du monde. Je te voudrais déjà perdu dans ces abîmes où d'horreur en horreur, tu entreras dans la vérité. Je n'aspire qu'à une chose, dans la mesure où je me donne encore des buts, c'est à me supprimer. Michel Foucault le savait et l'écrivait. Bataille est l'un des écrivains les plus importants de son siècle. Nous lui devons une grande part du moment où nous sommes. L'œuvre de Georges Bataille, figure de l'irrespectueux, de celui qui aiguise l'irrévérence, a donné naissance à un mythe. Cette dimension est en bonne part le fait du scandale. Bataille, en effet, est surtout connu pour avoir écrit des livres érotiques. Elle est aussi le fait du mystère. Il y a chez lui une tendance à l'occultation qui trouvera sa forme la plus achevée dans la création de la société secrète acéphale. À quoi s'ajoutent les ambivalences du personnage. Bataille est à la fois un bibliothécaire austère et un assidu des maisons closes. Et surtout, il mêle des expériences considérées comme incompatibles, l'érotisme et le religieux. Bataille est un athée qui a toujours eu le souci de Dieu et qui le connaît. Converti au catholicisme à l'âge de 17 ans, il s'inscrit au séminaire. Ce jeune homme pieux, méditatif, austère, qui a le projet de se consacrer à Dieu, va bientôt découvrir d'autres formes d'extase. Dans les années 1920, on voit se superposer l'image d'un Bataille dévot et celle d'un homme troublé par des plaisirs équivoques. Michel Léris, qui le rencontre en 1924, dira qu'il menait alors la vie la plus dissolue. Bataille est un homme hanté par la mort et la souillure, dont la vie est faite d'un mouvement de va-et-vient de l'ordure à l'idéal et de l'idéal à l'ordure. La force subversive de son œuvre, encore trop souvent réduite à ses aspects scandaleux, réside plutôt dans cet effort de ne rien laisser en dehors de la pensée et d'y faire entrer ce qui la perturbe, l'interrompt ou la révulse. Le bas, le sombre, le tragique, ce que Bataille appelait l'hétérogène. Il est assez atypique en France que quelqu'un puisse comme ça toucher à tant de champs distincts, voire même étrangers les uns aux autres. Michel Surya. On découvre en lisant Bataille un Bataille ethnologue,
certes qu'il n'en a pas la formation, mais qui a là-dessus des aperçus qui surprennent même les éthologues de formation et de profession. La part maudite est déclarée un essai d'économie générale. Georges Bataille n'a pas particulièrement la formation d'un économiste, et pourtant ce livre intéressera les économistes. Pour la philosophie, alors oui, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Son type, je ne sais pas dire son type de philosophie, son mode d'approche. On pourrait dire d'une certaine façon ce que Bataille disait lui-même, qu'il était aussi peu philosophe que possible. Et pourtant, il est à un degré éminent. Éminent peut-être pas tant en soi, encore que je crois que oui, mais en tant que pouvant permettre que soient lus ensuite différemment les corpus de philosophie, et que commencent d'autres travaux, à partir des siens, à partir des vues qu'il engage, à partir des aperçus qui sont les siens, à partir des renversements qu'il forme. Mon éducation n'était pas une éducation de contrainte. Au contraire, c'était plutôt une éducation de délaissement. Enfin, mes parents ne s'occupaient pas beaucoup de moi. Et dans cet ennui, je souffrais d'être seul. Je me rappelle très bien des heures passées dans la pénombre, qui étaient vraiment parmi les plus pénibles de ma vie. Mon père était aveugle, ma mère n'en était pas réjouie. La maison était très triste. Je crois que ça a été si sérieux, si grave pour moi, que je ne peux pas me rappeler les premières impressions. Elles sont si multiples et si ancrées en moi, elles ont pris une valeur si profonde. Il arrivait que mon père reste dans la pénombre, puisque allumer une lumière n'avait pas de sens pour lui. Si personne d'autre n'était là que moi, personne n'allumait de lampe. Et je restais là, je me rappelle, dans un état de prostration et de dégoût même, très profond. Georges Bataille a été pour vous, Jean-Jacques Pauvert, probablement l'une des rencontres essentielles de votre carrière d'éditeur. Oui. D'abord avec une œuvre, bien sûr, puisque je ne connaissais pas Bataille, j'étais quand même assez jeune. Je l'avais lu, et puis très vite avec un homme, oui. Lorsque vous avez découvert le premier texte de Georges Bataille, c'était en 1942. Ça s'est passé dans quelles circonstances? Vous savez, en 42, j'avais 16 ans. Bon, je lisais beaucoup, et il y avait à l'époque en circulation beaucoup plus que des livres normaux, parce qu'il y avait très peu de livres normaux sous l'occupation, mais on voyait passer beaucoup de livres dits rares, de livres un peu clandestins, et je suis tombé sur l'Histoire de l'œil dans l'édition de la première, enfin 28, quelque chose comme ça. Et je vais vous dire, j'ai pris ça en plein estomac. Bon, j'avais un peu l'habitude des textes, disons, violents, parce que j'avais découvert ça avant, avec d'abord les 120 journées. Sade, les 120 journées, tous les autres textes que j'ai lus, ça me trottait dans la tête, je savais pas bien ce que c'était. Bataille, c'était un autre, l'Histoire de l'œil, bien sûr, c'était un autre genre de dépaysement. Je peux pas dire que j'ai été emballé tout de suite par l'Histoire de l'œil. J'ai été très dépaysé, mais enfin, le fait d'être dépaysé comme j'étais déjà dépaysé par Sade, bon, l'Histoire de l'œil, je me suis... Alors, il y avait la réputation de Bataille, c'était très limité, c'était 3 ou 4 personnes que je connaissais qui parlaient de... Je n'avais rien lu d'autre. Bon, ça m'avait frappé, et puis, disons qu'en 52, 53, un peu comme toujours, les textes qui me frappent, dont je ne sais pas très bien quoi penser, je les édite. Et alors j'ai fait une première édition de l'Histoire de l'œil clandestine. Parce qu'à l'époque, bon, c'était quand même très, très pourchassé. J'avais des ennuis avec le procès Sade. Ça, j'ai toujours publié ça ouvertement. Mais j'avais quand même un procès qui traîne sur le dos, qui a duré 10 ans. Donc l'Histoire de l'œil, j'en ai fait une édition clandestine. Puis ça avait un avantage, c'est qu'il n'y avait pas de droit d'auteur. Et je ne connaissais pas Bataille. Puis un beau jour, j'ai vu entrer, j'avais à l'époque une toute petite librairie rue des Ciseaux. Nous avons vu entrer avec Christiane, ma femme, un monsieur charmant, plein d'onction, comme l'air assez ecclésiastique.
qui était Georges Bataille, qui me dit, écoutez, voilà, excusez-moi, mais je crois que vous avez fait une édition de l'histoire de l'œil. Ben, je dis oui. Naturellement, vous n'avez pas payé de droit d'auteur. Ben, je dis non, c'est un texte clandestin. Je sais bien, c'est de vous, mais c'est un texte clandestin. Oui, alors n'est-ce pas, quand tout de même, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, et finalement, on a discuté toujours très amicalement. On a discuté, je lui ai versé des droits d'auteur. Et immédiatement, on a été très liés avec Bataille. Il y avait beaucoup plus qu'avec son texte, avec lequel j'étais pas encore tout à fait de plein pied, mais avec Bataille, si. Ça a été tout de suite très, très bien. Je crois, Jean-Jacques Pauvert, que Histoire de l'œil n'a jamais été publié sous le nom de Bataille de son vivant, hein. Ah non, et il ne pouvait pas. Il était conservateur des bibliothèques. Il ne pouvait pas. Alors il était très, très gêné, évidemment. Alors après, il m'a proposé d'autres choses, bien sûr, que j'ai publié, mais toujours sans nom d'auteur. Alors moi, officiellement, cette fois, mais il ne signait pas. Donc il signait Pierre Angélique, il y avait Madame Édouarda. J'ai publié tout ce que je pouvais de Bataille. J'ai été élevé très seul. Et aussi loin que je me rappelle, j'étais angoissé par tout ce qui est sexuel. J'avais près de 16 ans quand je rencontrai une jeune fille de mon âge, Simone, sur la plage de X. Nos familles se trouvant une parenté lointaine, nos premières relations en furent précipitées. 3 jours après avoir fait connaissance, Simone et moi nous trouvions seuls dans sa villa. Elle était vêtue d'un tablier noir avec un col blanc pesé. Je commençais à me rendre compte qu'elle partageait l'anxiété que j'avais en la voyant, anxiété d'autant plus forte ce jour-là que j'espérais que sous ce tablier, elle était entièrement nue. Elle avait des bas de soie noire qui montaient jusqu'au-dessus du genou, mais je n'avais pas encore pu la voir jusqu'au cul. Ce nom que j'ai toujours employé avec Simone est de beaucoup pour moi le plus joli des noms du sexe. J'avais seulement l'impression qu'en écartant légèrement le tablier par derrière, je verrais ses parties impudiques sans aucun voile. Or, il y avait dans le coin d'un couloir une assiette contenant du lait destiné au chat. Les assiettes, c'est fait pour s'asseoir, n'est-ce pas? Me dit Simone. Paries-tu? Je m'assois dans l'assiette. Je parie que tu n'oses pas, répondis-je, à peu près sans souffle. Il faisait extrêmement chaud. Simone plaça l'assiette sur un petit banc, s'installa devant moi, et ne quittant pas mes yeux, s'assit sans que je puisse la voir sous sa jupe tremper ses fesses brûlantes dans le lait frais. Je restai quelque temps devant elle, immobile, le sang à la tête et tremblant pendant qu'elle regardait ma verge raide tendre ma culotte. Alors je me couchai à ses pieds sans qu'elle bougeât, et pour la première fois, je vis sa chair, rose et noire, qui se rafraîchissait dans le lait blanc. Nous restâmes longtemps sans bouger, aussi bouleversés l'un que l'autre. Vézelay a été un lieu d'élection pour Georges Bataille. Il y vit une première fois en 1943, Christian Limousin. Dans quelles circonstances est-il arrivé ici? Mais il arrive ici à la suite d'une longue errance à travers la France d'ailleurs, Normandie, Cantal, et il arrive ici donc en mars 1943 pour soigner sa tuberculose. C'est quand même l'un des premiers axes de sa venue ici. C'est un homme malade qui arrive et qui doit se faire soigner. Et puis il rejoint toute une colonie qui, en 1943, une colonie d'intellectuels, s'était réfugiée à Vézelay, pensant qu'on y mangeait mieux qu'à Paris, que le ravitaillement était sur place finalement, et que les Allemands étaient moins présents là qu'ailleurs. 1943, Christian Limousin est une année, bien sûr, année de guerre, mais également année de solitude et de repli pour Georges Bataille.
Années de solitude, années de repli, années aussi d'intense fréquentation. C'est vrai qu'il va y avoir à Vézelay beaucoup de monde qui vont venir le voir ou qu'il va rencontrer. Vézelay, il y a eu aussi une tentative de récapituler Acéphale, de récapituler finalement tout ce qui s'est fait avant-guerre. Ah, nous montons la rue, comment s'appelle-t-elle, la rue principale qui conduit à la basilique? Eh bien, c'est la rue Saint-Étienne. Rue Saint-Étienne, du nom de l'église, donc du bas du village. Et Bataille habite à peu près exactement au milieu de cette montée, place du Grand Puy. Un puits qui n'a jamais eu d'eau, dit-on. C'est l'une de ses particularités. Et à l'angle donc de cette croisée en montant, il y a toujours d'ailleurs un café qu'autrefois on appelait le café des Six Fesses parce qu'il était tenu par 3 vieilles filles. Et c'est là que Bataille, plus tard, venait téléphoner, venait se restaurer, venait boire un coup, etc. Mais ce café a tenu quand même une grande place dans sa vie, surtout lors de la création de Critique, parce qu'il lui fallait être en communication rapidement avec Pierre Prévost, son rédacteur en chef parisien, pour constituer les sommaires, et c'est là qu'il passait beaucoup de temps à téléphoner, ceci ou cela. Il n'a jamais eu le téléphone à Vézelay. Je reste au Sable d'Olonne, 17 quai Clémenceau, jusqu'au 30. Je passerai en principe le mois d'août à Vézelay. Adresse suffisante. Si vous passez par là, vous pourriez en tout cas me téléphoner à Vézelay au 38. On vient me chercher, cela ne demande pas même une minute. Bien amicalement, Georges Bataille. Bataille ayant loué une maison à Vézelay, il m'a demandé d'aller là-bas et de me cacher là-bas. Michel Fardoulis-Lagrange, écrivain d'origine grecque, adhérent au Parti communiste dès son arrivée à Paris en 1929, incarcéré à la prison de la Santé entre 1942 et 1943. C'est comme ça donc que je suis allé passer 1 an à Vézelay sous le toit de Bataille, dans la maison de Bataille. Maintenant, si c'est passé à Vézelay, il y a encore quelques petites anecdotes. Enfin, je vais dire que les gens qui venaient régulièrement nous voir, c'était Éluard, toute la fin de semaine, avec Nouche, n'est-ce pas, sa femme. Il était à ce moment-là avec Denis Orlin, qui était une personne assez exceptionnelle. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'occasion de développer mon amitié avec Bataille, n'est-ce pas. Il était malade du poumon. On lui décollait le poumon. Il a suivi pour un certain temps les traitements et par la suite il a laissé tomber. Tout en sachant, n'est-ce pas, que c'est une chose extrêmement grave. Il a contracté toutes les maladies possibles. Il y avait une volonté de destruction, en réalité, en lui, et qui se confondait avec une activité extrêmement intense dans le domaine spirituel, enfin dans le domaine de... Il y avait une sorte de permanence dans l'état de souffrance et dans le temps de la maladie. Il n'y avait pas donc de haut et de bas, mais il y avait une sorte de fidélité à l'égard de la destruction. Et voilà. La première génération des lecteurs de Bataille a été constituée par ses amis, Michel Surya, et c'est grâce à la deuxième génération, Foucault ou Derrida, que Bataille philosophe est venu s'ajouter en quelque sorte aux Bataille écrivains. Comment et pourquoi cette transition en fait d'une validation littéraire à un intérêt pour la pensée de Bataille? La première génération, il y a une génération intermédiaire, c'est la génération de ses amis, c'est-à-dire Masson, Léris, etc., tous ceux qui ont été ses familiers et qui ont eu l'occasion de lire les livres qui circulaient sous le manteau. La première validation, c'est bien évidemment celle de ses amis, et elle se fait sous le jour des récits, essentiellement. Il y a avant que n'intervienne vraiment d'une façon décisive dans la pensée la reconnaissance par les penseurs que sont Derrida ou Foucault, par exemple, pour la première génération de ceux-ci, il y a entre-temps la reconnaissance qui est faite par le premier tel quel, avec Sellers entre autres, et le colloque de Cerisy qui a quand même beaucoup compté.
Mais là aussi, c'est un bataille essentiellement littéraire. C'est le jour sous lequel on appréhende bataille, la lumière sombre, noire, etc., qu'on prête à bataille, c'est la lumière des récits érotiques. Il faut dire qu'une chose, un fait l'explique assez facilement, c'est que la mise à jour des textes théoriques s'est faite progressivement, très progressivement, par l'établissement des œuvres complètes. Tout le monde s'attendait à devoir faire 2, 3, voire 4 volumes maximum. Or, il en a paru 12. C'est dire combien on ne mesurait pas du tout l'ampleur de ce qu'il laissait. C'est beaucoup dû à la discrétion dans laquelle il l'a vécu, beaucoup dû aussi à l'indifférence dans laquelle la plupart de son œuvre a été tenue à ce moment-là. C'est peut-être beaucoup dû enfin à ce que cette œuvre a de paradoxal, d'étrange, de lourd, d'angoissant. Enfin, cette reconnaissance est quand même très essentiellement posthume, à quelque égard que ce soit littéraire ou philosophique. J'ai le souvenir d'un livre tout à fait d'ailleurs bien fait par Claude Pinget, si je me souviens bien, en 1960, où sont recensés où est formé une sorte de tableau de la littérature contemporaine française. On y trouve des gens comme Blanchot, Desforêts, bien évidemment Michaud, etc. Mais pas une fois cité Bataille, en 60, soit 2 ans avant sa mort. C'est dire, je crois, combien il aura fallu que la postérité lui soit donnée pour que la lecture de Bataille dans sa totalité puisse être entreprise. Bataille est resté très longtemps, en fait, jusqu'à Jean-Jacques Pauvert. Jusqu'à ce que je lui trouve, moi, un public, mais après sa mort, hein, quand j'ai publié Ma mère, et surtout quand j'ai republié Madame Édouardin et l'histoire de l'œil sous le nom de Bataille, mais Bataille était mort. Et moi, comme j'y croyais beaucoup, j'ai tiré ça à 10 000 exemplaires. Le directeur de la librairie Hachette me distribuait, me téléphonant et me disant « Mais est-ce que vous avez lu ce que vous nous avez donné à distribuer ?» J'ai dit « Ben oui, bien sûr. Vous savez, tout ce que je publie, je l'ai lu. Mais ça n'est pas possible. » Il s'étranglait. Il faut... On va rappeler tout ça, mais vous ne pouvez plus. Il y a 3 ou 4 jours, c'est dans toutes les librairies. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas essayer, mais vous n'y arriverez pas. Il n'y a eu aucun problème. Aucun problème. Il y a eu des milliers d'exemplaires. Je ne sais pas entre quelles mains c'est tombé, d'ailleurs, mais les livres, c'est fait pour ça, hein. C'est fait pour être lu par tout le monde. Quelquefois, ça tombe dans de mauvaises mains. Bon, c'est la vie. Je me suis rendu compte, dans ces années-là, il y a eu... Ça arrive toujours comme ça pour les livres, hein. Enfin, les livres qui valent quelque chose, et les auteurs qui valent quelque chose, ils rencontrent nécessairement leur public à un moment quelconque. Bon, Histoire d'eau, ça a mis 20 ans. Bon, faut pouvoir attendre. Mais Bataille, finalement, ça a mis moins de temps et ça a correspondu à une période de la sensibilité des lecteurs. Au milieu des années 60, finalement, il s'est trouvé que ça touchait quelque chose. Alors ça y est, là, on est en vue de la maison. Tout à fait, donc c'est une petite maison qui ne paye pas de mine, on va dire, sur la rue, et puis qui donne de l'autre côté, donc sur les remparts, avec une terrasse qui est assez étroite, mais longue, allongée. Oui, il faut peut-être d'ailleurs dire quelques mots de la topographie de ce bourg de Vézelay, qui est très, très particulier, très beau, hein. C'est un endroit perché comme ça en hauteur. Mais il y a une ressemblance entre la colline de Vézelay et puis les lieux batailliens du Cantal. Il y a ce côté un peu volcanique, un peu tellurique, oui, je pense, qui a dû lui plaire. Et puis il aimait beaucoup finalement les villages. C'est un homme de village. Il y a les villages de l'Ariège, d'où sa famille est originaire. Il y a les villages évidemment du Cantal. Il y a Billon, Rion-Esmontagne, d'autres. Bien sûr, il y a les villes, hein, Carpentras. Et Orléans, et puis Paris, la grande ville, on va dire, avec la nationale en son centre, centre de la géographie bataillienne. Mais ici, c'est vraiment une maison de village, c'est pas une maison de notable, c'est une maison assez quelconque et assez grise. Et c'est une maison, comment dire, simple, comme pouvait être
simple bataille dans sa vie, et une maison qui est ouverte largement sur la rue. Quand, venant de Paris, nous entrâmes dans la maison, des voiles de crêpe noire séchaient aux arbres du jardin ensoleillé. Ce lugubre présage m'a serré le cœur, me rappelant les longues banderoles noires d'Innsbruck, annonciatrices de mon malheur. Le premier jour où nous avons couché dans la maison, la lumière faisait défaut dans la cuisine où nous dînions. À la nuit tombante, la tempête de vent atteignit une violence inouïe. Les arbres du jardin agités comme des loques et tordus dans les hurlements du vent. La nuit acheva de tomber. La lumière s'éteignit dans toute la maison. Je trouvai dans l'obscurité une bougie de Noël et des allumettes. Après un temps d'obscurité, la lumière revint enfin. Ces petites difficultés me réconfortent et même me séduisent. Le calme dans la tempête est le sens le plus fort de ma vie. Les déchirements du dehors m'apaisent. Je ne crains rien, me semble-t-il, qui ne vienne de ma dépression profonde. Alors il y a quand même une petite plaque commémorative sur cette maison dont vous disiez effectivement qu'elle est très modeste. Ici vécut Georges Bataille, écrivain, et puis ses dates, 1897-1962. Alors ce que ne dit pas la plaque, bien sûr, c'est que Georges Bataille a tout de même produit beaucoup et écrit beaucoup dans cette maison. Il a produit beaucoup, oui, à la fois en 43, des textes essentiels, puisqu'il y termine Le Coupable, il y commence le Sur Nietzsche. Il écrit aussi, sans doute ici, le début de ce qui deviendra La haine de la poésie, l'Alléluia, et puis La limite de l'utile aussi, qui est un texte qui fait partie donc de La part maudite. Il y écrit ses carnets, en fait. Il y tient cette sorte de journal qui sera déversé ensuite dans Le Coupable. Et puis, à partir de 1945, lorsqu'il revient donc à Vézelay, rompant avec Paris, on ne sait pas très bien pourquoi, puisqu'à ce moment-là, la vie intellectuelle est vraiment à Paris. Il va fonder Critique et le développer à partir de cette petite maison, dans cette petite maison, faisant venir donc Pierre Prévost ici, et puis les autres collaborateurs, Blanchot, Pierre Josserand et d'autres. Et là, il va s'atteler donc à cette tâche monumentale qui a été pour lui Critique, dans lequel il a passé beaucoup d'énergie, beaucoup de ferveur aussi. C'est là aussi qu'il met au point donc La part maudite, ce texte qu'il essaie d'écrire depuis 1933, depuis l'époque de la critique sociale. C'est là qu'il le met au point, donc le texte sera publié en 49. C'est là aussi où il publie un certain nombre de fictions érotiques, on va dire, la suite, le début, l'ébauche de ma mère et toutes sortes de choses qui ne seront terminées que plus tard. Donc il y a une intense activité ici. Et c'est l'époque où il quitte Vézelay très rarement, finalement, pour se rendre à Paris. Sa vie est vraiment là. Pour aborder peut-être cette question de la pensée de Bataille, on peut peut-être dire, Michel Surya, que d'une manière très simple, le sujet principal de Bataille, c'est l'homme, et l'homme dans son rapport au mal, dans son rapport au sacré, qui sont notamment deux des axes essentiels de sa pensée. On peut bien sûr le résumer comme ça. Je crois qu'il n'y a pas de mot plus précis. Encore que pour lui, c'est à peu près le même mot que le mal et le sacré, mais par un renversement qui est d'un renversement quasi copernicien, qui est de la même nature que celui qu'a opéré Nietzsche avant lui, et dont il s'inspire tant, dont il s'inspirait en le prolongeant. Tout ce qui effectivement peut ressortir de ce qu'il est communément convenu d'appeler le mal, c'est-à-dire le bas, le laid, le tragique, le sournois, l'érotisme, jusqu'à la pornographie, la mort. Tout cet objet généralement est conduit par la pensée, en tout cas est conduit en tant que tel, jamais saisi dans leur immédiateté et leur violence.
Bataille s'en empare et il n'est pas d'ailleurs inutile à ce moment de revenir sur le fait qu'il s'en empare autant en écrivain qu'en penseur. Il préférera peut-être à l'avenir le mot penseur au mot philosophe qui conviendrait mieux, quoiqu'il ne soit pas moins à mes yeux philosophe aussi, mais penseur peut-être entretiendrait moins l'erreur ou la possibilité de l'erreur. Et c'est d'abord en écrivain, c'est d'abord dans ses récits érotiques où il met en jeu des représentations de l'obscène, de la mort, étroitement associées, que peut commencer pour lui une véritable problématisation de ce qui sera qualifié par lui de l'hétérogène. Je crois que c'est la première forme de pensée et sans doute la matrice de toute la pensée de Bataille, c'est celle qu'il met en place avant la guerre dans la revue Documents, c'est de penser tout ce qui est rebuté, tout le rebut, tout ce qui est réduit à rien, tout ce qui est honni, vilipendé, tout ce qui dégoûte, tout ce qui répugne, et c'est ce qu'il appelle l'hétérogène. Alors cet hétérogène est proprement sacré pour lui, et le profane est tout ce qui est ressorti de l'utile, de l'efficace, du travail, de la durée, évidemment. Donc il oppose une sexualité, comment la nommer, dispendieuse, de pur don ou de pure perte, à évidemment la sexualité conjugale, la reproduction. Dès cette époque, il n'y avait pour moi aucun doute. Je n'aimais pas ce qu'on appelle les plaisirs de la chair, parce qu'en effet, ils sont toujours fades. Je n'aimais que ce qui est classé comme sale. Je n'étais même pas satisfait, au contraire, par la débauche habituelle, parce qu'elle salit uniquement la débauche. Elle laisse intacte, d'une façon ou d'une autre, quelque chose d'élevé et de parfaitement pur. La débauche que je connais souille non seulement mon corps et mes pensées, mais aussi tout ce que je peux concevoir devant elle, c'est-à-dire le grand univers étoilé qui ne joue qu'un rôle de décor. Donc il va penser effectivement l'hétérogène comme dans le domaine de l'inutile, et va se pencher sur ce que signifie l'inutile, le luxe par exemple, la guerre bien évidemment, contre tous les systèmes d'appropriation. On pourrait opposer comme ça de façon très simplificatrice, mais enfin sans doute assez efficace et pertinente, qui serait tout ce qui est méthode d'appropriation, de gain, de bénéfice, de durée, de but, à tout ce qui est attitude de perte, de potlatch, de dilapidation, d'insubordination, de laideur, d'horreur, de disparition, etc. Je crois qu'il faut éviter d'avoir un but et de s'y tenir. Dans la mesure où l'on peut avoir un but, il me semble qu'on doit regarder la vie d'une façon tout à fait défavorable. D'abord parce que ce but est limité par la mort, mais tant que l'on vit dans l'instant présent, il n'y a lieu que de voir les choses de la façon la plus favorable du monde, puisque l'on n'a plus la moindre préoccupation concernant l'avenir. Ce sont les récits qui en forment la matrice, et peut-être sans doute est-il venu à cela par les récits même, s'interrogeant sur lui-même, s'interrogeant sur les raisons qu'il avait les motifs qui étaient les siens de représenter de telles scènes, et le philosophe naît de là. Et à mes yeux, évidemment, c'est l'une des questions essentielles de ce XXe siècle dans la philosophie. C'est tout ce que c'est lui qui a opéré ce renversement qu'avait entamé Nietzsche, mais pas à ce point. Il y a toujours un idéalisme nietzschéen, il y a toujours une héroïsation nietzschéenne, il y a toujours quelque chose comme la possibilité de suppléer. Communément, Bataille a dit qu'il opposait un bas matérialisme au haut matérialisme, le matérialisme par exemple de Marx, qui est toujours un matérialisme de renversement, de retournement, où tout ce processus par lequel tout ce qui est bas est censé pouvoir devenir haut, processus révolutionnaire caractéristique. Et Bataille, au contraire, ennoblit ce qui est bas et ne souhaite pas que ce qui est bas devienne haut. Il y voit le même trompe-l'œil idéaliste, même peut-être la même illusion, le trompe-l'œil idéaliste qui se répète et qui est toujours source à ses yeux d'écrasement, de subordination, de la pulsion l'intéresse. Il vient aussi après, il a lu Freud, il a lu Marx, il a lu Freud, il a lu Nietzsche, et de tout cela il fait un outil. C'est pour ça que sa lecture, au même moment, dans les années 30, de la montée du fascisme, est si passionnante de ce point de vue-là. Il seul sans doute à Wilhelm Reich à essayer de penser le fascisme en tant que montée d'une pulsion qui répugne en tout,
il voit bien qu'au contraire, qu'au lieu de pouvoir réapproprier ceux qui n'ont rien d'eux-mêmes, elle va être captée par une énergie céphalisante, comme il le dit dans la céphale, donc position césarienne. Il analyse tout de suite le bolchevisme et le fascisme et le mussolinisme aussi comme étant des césarismes nouveaux, drainant, ayant l'intelligence et même le quasi-génie de savoir comment susciter l'expulsion des masses et capter à leur bénéfice ça, c'est à ce moment-là que sa pensée se met en place, et on verra avec la guerre et après la guerre combien celle-ci nous est utile. Il y a aussi besoin de temps pour que cela puisse être lu. Je suis pas sûr que ses contemporains pouvaient pas lire cette pensée comme assez divagante en somme. Ce que nous avons entrepris ne doit être confondu avec rien d'autre, ne peut pas être limité à l'expression d'une pensée et encore moins à ce qui est justement considéré comme art. Nous sommes farouchement religieux, et dans la mesure où notre existence est la condamnation de tout ce qui est reconnu aujourd'hui, une exigence intérieure veut que nous soyons également impérieux. Ce que nous entreprenons est une guerre. Il était très très vivement antifasciste, et à des points qu'il mettait le plus en colère, le plus en fureur même, parce qu'il se mettait en colère assez facilement. Roger Caillois. Eh bien, c'était l'utilisation de Nietzsche par les nazis. Ça, il a été toujours constant et toujours très violent sur cette question, et c'était un des thèmes préférés de la revue Acéphale. Et c'est peut-être d'ailleurs un point sur lequel il faudrait insister, parce que ça expliquerait l'écart, le déchirement qui est arrivé ensuite, c'est que même au temps et parallèlement au collège de sociologie, qui était l'aspect, disons, intellectuel de ces projets, ce par quoi il coïncidait avec les miens, il y avait le mouvement d'Acéphale, qui était alors un mouvement beaucoup plus rituel, n'est-ce pas, qui était un mouvement, je ne dis pas d'action, mais un mouvement presque liturgique, et auquel il donnait un aspect liturgique, et qu'il voulait maintenir dans un secret relatif. Je dis relatif parce qu'il était toujours le premier à en parler, mais en tout cas, il en parlait comme d'une chose secrète, ce qui est là encore une contradiction. Je suis la joie devant la mort. La joie devant la mort me porte. La joie devant la mort me précipite. La joie devant la mort m'anéantit. Je demeure dans cet anéantissement, et à partir de là, je me représente la nature comme un jeu de force qui s'exprime dans une agonie multipliée et incessante. Je me perds ainsi lentement dans un espace inintelligible et sans fond. J'atteins le fond des mondes. Je suis rongé par la mort. Je suis rongé par la fièvre. Je suis absorbé dans l'espace sombre. Je suis anéanti dans la joie devant la mort. Ce qui m'intéressait chez Bataille, Patrick Valberg. Au départ, c'est la rigueur de cette pensée qui apportait des vues tout à fait nouvelles, aussi bien sur le plan économique que sur le plan du mode de vie. Et puis alors, il y a eu notre désaffection, je pense pas seulement à moi, mais aux gens de mon âge, disons, notre désaffection de la vie politique. Nous avions été plus ou moins engagés, disons militants dans un certain sens, marxistes et autres. Et puis, les choses étaient de telle nature que il y a eu une perte totale de confiance et de foi dans les perspectives révolutionnaires de l'époque. Et Bataille apportait quelque chose d'autre. Nous pensions toujours, comme les surréalistes d'ailleurs, que les deux mots d'ordre devaient être transformer le monde et changer la vie. Eh bien, Bataille s'est proposé d'oublier cette transformation du monde qui ne pouvait pas avoir lieu avec notre concours et de se consacrer au deuxième plan, changer la vie. Et c'est là qu'il a proposé à certains d'entre nous une société secrète avec des rites initiatiques et une société dont l'intention, très puérile naturellement,
C'est peut-être ça qui nous a séduits les uns et les autres. Très utopique, très chimérique. Mais il pensait que cette société, si elle arrivait à se coaguler et à se développer, pourrait agir un peu, disons, à la manière d'un cancer dans la société environnante. Donc a été fondée la société qui a eu pour nom Acéphale, dont la revue Acéphale n'était qu'une expression publique et par conséquent non révélatrice de ce qui se passait par ailleurs. Mais Bataille a réussi cette chose extraordinaire de réunir un certain nombre d'hommes autour d'un phénomène sacré, avec un rituel, de les faire aller à date fixe dans un certain endroit, devant un arbre foudroyé, la nuit, une nuit de nouvelle lune, la plus noire possible, qu'il pleuve ou qu'il vente ou qu'il neige, et de vivre selon des préceptes. C'est-à-dire ne pas faire certaines choses pendant une certaine époque. Au contraire, il fallait être une époque de licence où tout était non seulement permis mais conseillé, et ainsi de suite. Et c'est cela qui m'a intéressé chez Bataille. Cette façon très particulière, très singulière qu'a eu Bataille de transiter d'abord par une écriture littéraire avant d'en venir à des écrits plus théoriques, mais finalement en abordant toujours les mêmes questions, c'est à la fois la grande cohérence de son œuvre et en même temps c'est une œuvre qui est profondément et essentiellement décousue. Donc il y a un paradoxe. Le mot juste. Enfin, c'est en cela qu'il ne serait pas le philosophe. Enfin, il ne serait pas le philosophe au sens ancien du terme, au sens où le fragment, où la séquence ne l'est pas encore modifiée, même bouleversée. Ce n'est pas un philosophe du systématisme. Et non pas qu'il n'ait pas eu la tentation de devenir lui-même un philosophe systématiste. Il y a énormément de plans et d'ébauches chez lui qui visent à rendre cohérente sa pensée. Et je crois qu'il a souffert de n'être pas plus cohérent, ni pas plus abouti. Les plans abondent où il essaye de faire que l'expérience intérieure soit le premier volume de la somatologique, puis le coupable le second, puis le troisième état de méditation, et puis d'autres encore. Pareil pour la part maudite, dont il voulait faire un ensemble cohérent, l'ensemble même d'une histoire universelle. Donc c'est dire à quel point aussi la cohérence l'a attiré. Peut-être qu'en lui, que tout s'opposait à la possibilité de cette cohérence, et c'est heureux, parce que l'une des formes du génie de Bataille, c'est certainement que ces inachèvements successifs, ces déperditions en tous sens, sont autant de moyens d'entrer dans sa pensée et dans la pensée. Il y a un Bataille politique absolument très fort, il y a une continuum du Bataille politique, un continuum du Bataille souterrain caché, qui est le Bataille des récits. Il faut pas oublier qu'il se publie clandestinement à l'époque, à des tout petits tirages, sans nom d'auteur, ou avec des noms de pseudonymes. La circulation de ce Bataille-là est réservée aux amis. C'est maçon, Breton est au courant, disons que l'intelligentsia parisienne, mais c'est 30 exemplaires, donc combien l'ont lu à ce moment-là, j'imagine extrêmement peu. Et puis il y a le Bataille des grands livres, celui qui se fait connaître pendant la guerre, paradoxalement, avec l'expérience intérieure, et qui devient une sorte où quelque chose s'ordonne quand même. Alors, quelque chose s'ordonne de la pensée, quoi que ce soit le mode de la mysticité. C'est un paradoxe de plus. Ces modèles à ce moment-là sont Jean de la Croix et Thérèse d'Avila ou Angèle de Foligno. Ces livres sont un mélange de méditation, d'introspection, de journal, de carnet érotique, de journal de guerre, il y règne un désordre absolument indescriptible. Et en même temps, c'est certainement le coupable sous mes yeux, l'un de ses chefs-d'œuvre. Et au même moment, simultanément, il continue depuis d'écrire des textes érotiques. Il écrit Le Mort, notamment, Madame Edwarda. Alors, quant à la complémentarité de ces deux œuvres, et à leur nécessaire complémentarité, il disait souvent qu'on ne pouvait lire la partie 3, je crois, si je me souviens bien, de l'expérience intérieure qui s'intitule Le Supplice, qu'en regard de Madame Edwarda. Ce qu'hélas on ne fait pas assez. Et il disait une très jolie phrase, Madame Edwarda en est la clé lubrique.